nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous savoir fidèle à ce programme. On démarre tout de suite avec un aperçu de notre menu du jour. Au sommaire de cette édition, l'Égypte qui sollicite l'aide du Fonds monétaire international. Objectif, accompagner le programme économique du pays. Lancement au Mali du schéma directeur informatique du ministère de l'économie et des finances. Le projet est estimé à 30 milliards de francs CFA. Enfin, les vendeurs ambulants ne sont plus les bienvenus dans la ville de Lagos au Nigeria. Je le disais à l'instant, l'Égypte a officiellement demandé l'aide financière du Fonds monétaire international FMI pour donc redresser son économie qui est en ce moment en difficulté. C'est du moins ce qu'a annoncé mardi l'institution internationale. Dans un communiqué, le directeur du département Moyen-Orient du Fonds monétaire international a assuré que les autorités égyptiennes ont demandé au FMI de leur fournir un soutien financier pour accompagner leur programme économique. Toutefois, le montant de l'aide n'est pas précisé par le FMI qui dit attendre avec impatience d'entamer des discussions avec les autorités égyptiennes pour donc aider le pays à faire face à ces défis économiques. Il faut dire que certains médias avancent le chiffre de 7 milliards de dollars annuels sur 3 ans. Notons qu'à partir du 30 juillet prochain, une mission du FMI se rendra pour 2 semaines au Caire dans le cadre donc de cette aide qui a été sollicitée. Au Mali, le schéma directeur informatique du ministère de l'économie et des finances vient d'être lancé. Ce schéma servira à renforcer les capacités opérationnelles des services de ce département ministériel. Le coût du projet est estimé à 30 milliards de francs CFA et s'étale sur 5 ans. On fait le point avec notre correspondante au Mali. Présenté comme un cadre pertinent d'orientation pour la modernisation des finances publiques, le schéma directeur informatique du ministère de l'économie et des finances qui vient d'être lancé servira à rendre plus performants les services financiers du ministère de l'économie et des finances. Ce schéma constitue un cadre idéal et normalisé d'orientation pour la modernisation des finances publiques. Le défi majeur de ce schéma directeur informatique consiste à exploiter les technologies de l'information et de la communication pour configurer en profondeur le processus métier du ministère de l'économie et des finances. Ce projet, selon les responsables, permet au dit département d'amorcer la croissance. Avec cet audacieux schéma directeur informatique, le Mali, à travers mon département, prend le pari de la promotion des technologies de l'information et de la communication pour l'atteinte des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté. Les technologies de l'information et de la communication doivent être, plus que jamais, une composante fondamentale de tout programme de développement socio-économique national, sectoriel ou local, permettant l'augmentation des capacités de développement économique dans tous les secteurs d'activité de la production et des services. Disons que c'est en 2015 que le ministère de l'économie et des finances du Mali a lancé son premier schéma directeur informatique avec l'appui du plan d'action gouvernemental. Le coût total de ce schéma directeur informatique est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA et s'étendra sur 5 ans. L'Érythrée, pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne avec un endettement record correspondant à 125,6% du PIB du pays. C'est ce qui ressort des perspectives économiques régionales publiées par le Fonds monétaire international. Deuxième pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne, le Cap-Vert avec 121,7% du PIB. On retrouve ensuite la Gambie, Sao Tomé et Principe, le Mozambique, le Congo, le Ghana, Malawi, l'Angola. Il faut dire que les îles Seychelles ferment le top 10 donc des pays les plus endettés de l'Afrique subsaharienne.
Dernière escale avant de retrouver notre chroniqueur Kazmi Pédia sur ce plateau, le Nigeria, où les vendeurs ambulants ne sont plus les bienvenus dans l'État de Lagos. Une loi a été votée qui interdit donc cette pratique. Une loi évidemment qui suscite des inquiétudes dans la ville. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn. Vendue 15 centimes d'euros l'unité, elle espère gagner 10 euros par jour en les colportant dans les rues de Lagos. Mais le gouverneur de la mégapole de 20 millions d'habitants a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants. Pour Biliki, l'avenir est devenu incertain. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Même ceux qui ont un commerce ne gagnent pas autant d'argent que moi en colportant. Il y a tellement de taxes sur les commerces qu'ils font peu de profit. Dans les embouteillages monstres de la capitale économique du Nigeria, les colporteurs se faufilent pour vendre des fruits, des boissons, des films ou des livres. Désormais, ils risquent 6 mois de prison et 270 euros d'amende s'ils se font attraper par la police. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Nous sommes sous le soleil du matin jusqu'au soir avant de rentrer chez nous. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits du même sang et de la même chair. Ça ne nous amuse pas de vendre dans la rue. Un travail dur plutôt que le chômage. Au Nigeria, près d'un jeune diplômé sur 2 est sans emploi. Avec la chute des cours du pétrole et une inflation galopante, le FMI craint que le pays entre en récession. Les vendeurs de rue n'ont pas forcément le choix. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Avec près de 180 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et dont plus de la moitié vit avec moins d'1 euro par jour. À Lagos, les vendeurs ambulants auront maintenant les yeux posés sur le trafic et la police. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite et donc la dernière partie de ce journal de l'économie. Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Inès. Alors le Ghana, qui est le 7e pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne, amorce une croissance de plus en plus basse. Bien sûr Inès. Qu'est-ce qui justifie tout ceci? La situation n'est pas du tout reluisante pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui justifie cela, c'est déjà, selon les analystes économiques, c'est le déficit budgétaire qui n'est que la conséquence donc, de la dégradation des comptes publics donc, de ce pays-là. Et tout ceci a pour première conséquence le pétrole, donc la production a chuté donc dans ce pays. Jadis, le pays exploitait environ 100 000 barils par jour et depuis 2013, la situation n'est plus celle-là et donc le pays a perdu. Mais il n'y a pas que le Ghana dans cette situation. Il n'y a pas que le Ghana, il y a aussi le Nigeria, mais la situation affecte plus le Ghana dans ce sens-là parce que le pays vit aux dépens du pétrole exclusivement. Le premier produit d'exportation ici, c'est le pétrole et donc le Ghana n'a pas pu donc redresser la pente. Bien vrai, l'or et le cacao aussi sont des produits d'exportation, mais ici le pétrole prend le pas et donc le pays vit difficilement, ce qui a provoqué des situations très peu confortables donc pour le pays, l'économie qui est pratiquement en berne, les populations qui vivent très mal donc la situation. Donc voilà un peu la situation et donc ça a contraint l'administration publique, notamment le gouvernement, à revoir sa politique de croissance et est donc passé de 5,4% pour le compte de l'année 2015 à 4,1% comme taux de croissance pour 2016. Donc voilà un peu la situation par ces temps qui court au niveau donc, du pays de Koumassi. Alors, en ce qui concerne le taux d'inflation, il est actuellement de 19,5%. C'est quand même énorme, non?
C'est énorme lorsqu'on sait qu'au niveau de l'Afrique, la norme est de 3%. Vous comprenez forcément que le Ghana vit difficilement. Et ceci depuis près de 3 ans environ, comme je suis en train de le décrire. En tout cas, pour le compte de 2015, le taux d'inflation était de 18,8% pour ce pays-là, très élevé. Et pour les 6 mois donc de 2016, donc le premier semestre 2016, le Ghana a vécu une situation très critique où déjà le transport a coûté cher aux citoyens. L'électricité également coûte cher, les soins au niveau des centres de santé, et il y a l'eau qui coûte également cher au niveau donc de ce pays, ce qui a donc entraîné l'inflation qui a atteint les 19,2%. Et si rien n'est fait, je crois d'ici la fin de l'année, le pays risque de se retrouver avec un taux de croissance de l'ordre de 25%, et c'est pas du tout bien. Ça risque de péter au niveau donc de la capitale ghanéenne, parce que la vie serait difficile donc dans ce pays-là. Mais je présume que les autorités du pays ne restent pas les bras croisés face à cette situation. Bien sûr, Inès, les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Ils ont donc revu à la baisse un certain nombre de choses. Ils ont également encouragé aujourd'hui la production agricole pour pouvoir pallier la difficile, si j'ose parler ainsi, situation du pays. Et aujourd'hui, on est en même de dire que dans 6 mois ou dans 1 an, on verra bien ce que cela va donner. En tout cas, les Ghanéens ne sont pas paresseux, ils travaillent beaucoup, et certainement que les institutions financières viendront en aide donc à ce pays-là. Il n'y a que la Banque centrale qui est aujourd'hui en train de réviser son taux d'intérêt pour quand même permettre aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de pouvoir faire des prêts et relancer leurs activités. D'ailleurs, les analystes internationaux ont donc recommandé cette révision à la baisse du taux d'intérêt pour permettre donc cet accès-là. Donc je crois que beaucoup de regards aujourd'hui sont convergés vers le Ghana. Cette situation a lieu pendant que le Bénin va accueillir donc le 4 et le 5 prochain le caucus donc africain, où la Banque mondiale viendra voir un certain nombre de choses. Donc je crois que le cas Ghana serait étudié pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce que le FMI et la Banque mondiale pourront faire pour accompagner donc la récession, si j'ose parler ainsi, la crise économique qui risque d'emporter le pays. Kazmik Pédior, vous avez peint du Ghana un tableau plutôt sombre, mais pourtant le produit intérieur brut du pays a augmenté de 7,5% notamment. Bien sûr, Inès, il faut dire qu'entre 2003 et 2012, donc le produit intérieur brut a connu une croissance donc qui est aujourd'hui encourageant, et ceci grâce au cacao et aussi à la production, à l'exportation de l'or. Donc je crois que le Ghana pourra reprendre son économie si le pays cesse de voir du côté de l'or noir et voir peut-être au niveau des autres produits d'exportation. Je l'ai dit, l'agriculture aujourd'hui pourra apporter beaucoup. Il y a aussi la bonne collaboration entre la Côte d'Ivoire aujourd'hui et le Ghana qui pourrait apporter un souffle nouveau donc à ce pays-là. Il y a le Togo voisin qui pourrait aussi aider ce pays-là. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Déjà que le PIB s'annonce très bien pour ce pays-là, je crois que le pays pourra reprendre son souffle économique. En tout cas, moi, je reste optimiste pour les Ghanéens. J'espère que c'est aussi votre cas. C'est bien sûr mon cas, parce que le Ghana, c'est un pays voisin. Et si ça ne va pas là-bas, c'est que forcément, on pourra les aider, les accompagner pour reprendre le souffle économique. Merci beaucoup, Kazmik Pédior. Merci pour toutes ces explications. À bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.